Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Entre les Cases. Aujourd'hui, nous recevons JD Morvan. On a réussi à l'avoir entre midi et 2 et avec nos plannings bien chargés respectivement, donc oui, on l'interviewe pendant qu'il mange. Désolé d'avance si ça en dérange certains. Rebonjour. Rebonjour. Donc du coup, pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bien sûr, je connais assez bien les informations me concernant. Je m'appelle Jean-David Morvan, je suis scénariste de BD. J'ai sorti ma première BD en 1993, j'avais signé mon contrat en 1990, donc soit à 20 ans. Quel est ton parcours et comment es-tu arrivé dans le monde de la BD? Je suis arrivé dans le monde de la BD parce que j'ai toujours eu envie de faire de la BD, toujours c'est à partir de 11 ans. Donc j'ai un copain qui m'a offert un album de Valérian qui s'appelait Métro Châtelet direction Cassiopée. C'est une bande dessinée à suivre. Et j'ai voulu lire la suite, donc j'ai découvert une librairie de bande dessinée qui était juste à côté, là, rue Clovis, qui s'appelait BD Bulle, et dans lequel j'ai découvert toute la BD des années 80 ainsi que les travaux dans la rue. Et c'est comme ça que j'ai découvert toute la bande dessinée des années 80, et comme je savais pas trop quoi faire dans la vie, mais à 11 ans c'est un peu normal, j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Comme il y avait personne pour dessiner mes histoires, parce que les scénarios de 11 ans n'intéressent pas vraiment des gens, et ben j'ai commencé à dessiner tout seul. Puis au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens. Donc en quatrième, j'ai rencontré Christian Leroll, qui est aujourd'hui coloriste et qui travaille à l'atelier 510 que j'ai créé, mais on y reviendra. Après Sylvain Savoya, qui vient d'adapter La Petit Pays de Gaël Faye, et que j'ai rencontré lui en seconde. On a commencé à faire des fanzines ensemble. On s'est dit on va aller à l'école Saint-Luc à Bruxelles. À l'école Saint-Luc à Bruxelles, moi ça m'a déplu comme pas possible, j'arrêtais pas de m'engueuler avec les profs, et je me suis dit, comme j'ai cassé les couilles de mes parents pour être dans cette école, le seul moyen de partir sans passer pour un gland, c'est de devenir professionnel. Donc vers la fin de l'année, j'allais souvent dans une librairie, voilà, et donc la libraire qui s'appelait Eliane m'a dit qu'elle connaissait des éditeurs qui venaient dans un petit festival à côté de Lille. Donc j'ai demandé à 3 potes de faire des dossiers, ils ont fait des pages, moi j'ai écrit des scénars, je me sentais pas prêt à dessiner. Je suis allé voir les éditeurs et on a signé notre premier contrat comme ça, donc qui m'a permis de faire moins de 3 mois à Saint-Luc. Après j'ai fait 15 jours à l'Académie des Beaux-Arts, ce qui fait que j'ai bac plus 3 mois et demi, quoi, voilà. Et je suis pas resté, j'ai commencé à faire de la BD, et voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Puis après on a réussi à s'étendre, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est la raison, voilà comment je suis arrivé à faire de la BD. Et donc du coup, si vous n'étiez pas dans la BD, à votre avis, que feriez-vous? Impossible à dire, peut-être éboueur. Moi ça me fait vraiment marrer les gens qui disent si j'avais pas été chanteur, j'aurais été superstar de la danse, mais peut-être qu'il aurait été éboueur, le mec, n'en sait rien en fait. Donc c'est toujours cette espèce d'impression, parce qu'on a réussi dans un domaine, on va réussir dans tous les autres, c'est particulièrement. Donc je sais pas ce que j'aurais fait. Je me serais débrouillé. Peut-être je serais mort. Je sais pas. Super. Joyeux. On sait pas. Et d'où tires-tu ton inspiration pour tout ce que t'as écrit? Mon inspiration, elle vient principalement de l'actualité ou de l'histoire, mais elle vient aussi particulièrement du fait que je fais de la BD à 100% du temps. Et donc en fait, tout ce que je vois, tout ce que je lis, toutes les discussions que j'ai avec les gens, tout ce que j'observe de l'attitude des gens dans la rue, dans le bus ou n'importe quoi, ça fait quand même longtemps que j'ai pas pris le bus, j'avoue, mais sont aptes pour moi à créer un scénario. Donc en fait, le fait d'être totalement focalisé là-dessus en permanence fait que l'inspiration vient de partout. Je suis toujours très perméable à l'inspiration. Donc la première BD que j'ai faite, c'était avec Sylvain Savoya, justement. Ça s'appelait Reflet perdu, qui est sorti en 93, c'était un western. Et en fait, on en a vendu tellement peu qu'il a fallu trouver une solution rapide. Et on a créé cette série qui s'appelait Nomade. Et on a trouvé un autre dessinateur rémois qui s'appelle Philippe Bûcher pour travailler avec nous, pour aller vite. C'était un mélange de manga et de BD et de comics américains. Ça, c'était en 94. Et donc, parce que moi, c'était ma génération. J'avais découvert ça au Japon. Parce que j'y étais allé en 90, il y avait quasi pas de manga chez nous. Et parce que mes parents vendaient des Mitsubishi, donc on avait été invités par Mitsubishi. Et donc c'est devenu, voilà, on a commencé comme ça, en essayant surtout de survivre, quoi, grâce à ce métier, et de continuer. Et puis finalement, ça s'est avéré payant, puisque Sylvain est devenu très connu, Philippe Bûcher aussi, moi je pense un petit peu. Donc c'est incroyable de se retrouver à cet endroit-là, 30 ans après. Ouais. Vraiment un grand parcours. Donc du coup, quel genre aimes-tu lire mais pas forcément créer? Il y en a pas.
J'ai fait des BD, surtout pendant longtemps je disais que la seule type de BD que j'avais pas fait c'était une BD porno, mais maintenant c'est fait. Donc peut-être j'ai jamais fait de BD d'horreur, c'est pas très courant. Chez nous ça marche mieux au Japon, je pense, mais en France c'est pas très courant, mais peut-être un jour j'en ferai une. Et sinon pour ce qui est de lire, mon problème c'est que je lis tout moi, donc je lis vraiment beaucoup de BD. Là j'en ai lu 1720 je crois depuis le début de l'année, puisque je l'ai sur Facebook, donc pour m'en souvenir justement. Et donc comme je lis toutes les BD, il y a pas beaucoup de genres que j'ai pas traité, donc voilà. Est-ce que tu as déjà utilisé une de tes œuvres pour passer un message engagé ou quelque chose de similaire? Tout. Absolument toutes. Bah ouais, parce que je pense que ça sert à rien si on n'a rien à dire, faut pas écrire. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc c'est pas tellement la question de passer un message, même si parfois c'est important, mais c'est surtout la question de donner son point de vue sur le monde à travers une œuvre entre guillemets, une BD. Donc c'est ça que j'essaye de faire tout le temps. Si c'est pour faire la même chose que tout le monde a déjà fait, ça sert à rien de faire ce métier. Donc ouais, je dirais dans tout il y a des choses très personnelles, même si ça se passe dans l'espace et que ça n'a rien à voir avec moi, et puis un point de vue sur l'actualité, le monde, l'histoire. Ouais, j'ai toujours essayé de faire ça. C'est peut-être ce qui me différencie de quelques-uns de mes confrères de l'époque qui faisaient plus de la BD plus de comment je vais dire ça, de distraction. Et en fait, moi j'ai toujours utilisé le genre, c'est-à-dire le genre c'est le western, la science-fiction, l'heroic fantasy, le polar. J'ai toujours utilisé le genre pour raconter des histoires différentes. C'est-à-dire j'ai toujours camouflé mes histoires dans des genres que les lecteurs peuvent facilement reconnaître. Par exemple, Sillage, c'est une BD science-fiction, mais ça parle de colonialisme, ça parle de démocratie, ça parle de terrorisme. Donc ça parle de beaucoup de choses que en général on n'a pas dans la majorité des BD d'amusement, quoi. Et donc c'est glissé toujours à l'intérieur ce genre de choses. Le Nomade dont je parlais tout à l'heure, cette BD de SF qu'on a fait avec Sylvain et Philippe Bûcher, c'était l'histoire d'un Touareg, donc ça parle des problèmes des Touaregs en Afrique, avec le Mali, les problèmes des frontières, etc. Donc j'ai toujours essayé de parler de ça, parce que sinon ça m'intéresse pas en fait. Sinon, j'ai écrit beaucoup de BD, je pense que j'ai écrit à peu près 300 BD, mais je pense que si c'est pour faire juste de l'entertainment, comme disent les Américains, je peux en écrire 5 par jour, parce que c'est pas difficile de faire des péripéties. Alors là, le gars, il saute par-dessus une falaise, ou alors il marche dans la rue, il est attaqué par des voyous. Ça, c'est vraiment la scène de base de tous les trucs. C'est-à-dire, quand tu sais pas quoi faire, tu mets un mec qui marche dans la rue, ton héros, il est attaqué par des voyous. Là, tout le temps, en fait, ça marche jamais, mais c'est le truc le plus simple. Quand t'as pas d'idée, tu fais ça. Donc, j'essaye d'éviter ça. Voilà. Parfait. Donc là, on va se diriger plus sur votre processus Ouais. créatif. Et donc, du coup, comment se déroule de l'idée à la publication? Comment ça se déroule? Mais en fait, moi, je travaille sur des concepts toujours. Donc, je prends toujours l'exemple de cette BD qui s'appelait Nirtao Mirli. Nirtao Mirli, ça veut dire nuit et brouillard en grec. Donc, c'est pas, encore une fois, un titre qui est pas tout à fait innocent. Et donc Nirtao Mirli, moi, je travaille devant la télé. Donc, le plus souvent possible. Donc, je regarde défiler les images. Des fois, je m'arrête. Souvent, je me dis toujours que j'ai regardé peut-être 4000 fois tous les épisodes de Hercule Poirot, et je sais jamais qui est le coupable, parce que en fait je regarde pas vraiment, je regarde sans regarder. Et j'avais vu à la télé un mec, il y avait la mort de quelqu'un, je sais plus qui c'était. Et donc on le voyait d'abord debout, on le voyait filmer debout, j'ai zappé de chaîne, et sur la chaîne d'après, on voyait son enterrement avec son cercueil. Et je me suis dit, c'est marrant, parce que ça m'a créé un déclic. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est comme s'il assistait lui-même à son propre enterrement, et tous les gens autour, ils trouvent ça normal. Je me suis dit, comment trouver un scénario dans lequel le lecteur serait amené à trouver normal qu'une personne assiste à son propre enterrement et que tout le monde trouve ça normal, et que ça choque personne. Donc j'ai commencé à réfléchir à une histoire de science-fiction. Et donc je travaille toujours sur ce genre de concept au départ, et après je crée des personnages qui ont tous un point de vue sur le sujet différent, pour donner au lecteur plusieurs options de qu'est-ce que lui il aurait fait dans telle situation, etc. Et voilà, donc mon travail c'est toujours comme ça. Donc après, une fois que j'ai mon idée, j'écris un chemin de fer qui est le séquencier de l'album, toutes les scènes une par une. Ensuite, je commence à écrire les pages,
Et donc là, dans les pages, j'écris chaque case, chaque dialogue, tout ce qui se passe. Donc je découpe tout pour le dessinateur. Je lui envoie, il m'envoie lui un storyboard qui est le brouillon de la page. Et puis une fois que ça c'est fait, il se met à dessiner. Donc souvent je dessine avec des dessinateurs tout seul, mais avec mon atelier maintenant à Reims, ça s'appelle The Tribe, on fait aussi des BD en commun. C'est-à-dire que chacun des dessinateurs prend un rôle différent, soit l'ancrage, soit le storyboard, soit les décors. Et comme ça nous permet de faire des BD très rapidement. Du coup, en termes de scénario, combien de pourcentage à peu près à ce qui est déjà planifié, et combien de pourcentage à quelque chose qui arrive comme ça dans votre tête et vous le mettez comme ça dans l'histoire? Rien n'est jamais planifié. Donc, en fait, j'ai des projets à faire, je le sais. Donc ils sont signés et tout ça, donc bon, ça ils existent. On peut dire qu'ils sont planifiés d'une certaine manière, mais je suis toujours perméable à un nouveau projet. Donc en permanence, j'imagine quelque chose de nouveau. Des fois aussi, je rencontre des dessinateurs que je trouve formidables, donc j'ai envie de travailler avec eux. Donc soit je ressors un vieux projet, soit je crée un nouveau projet pour eux. Et après, je me démerde pour avoir le temps de le faire, ce qui est pas évident. Là, en ce moment, par exemple, j'avais un planning déjà bien chargé, et j'ai les éditions Talendier, qui est un éditeur d'histoire, qui m'a demandé de faire une BD sur Marc Bloch, qui est un grand écrivain qui va être panthéonisé l'an prochain. Je pouvais pas dire non, donc je l'ai inclus dans mon planning, qui n'existe pas en vrai, parce que j'ai pas de planning, donc j'essaye de faire les pages quand je peux. Voilà. Très bien. Donc du coup, comme vous avez dit, vous travaillez toujours en collaboration avec des dessinateurs, mais est-ce que vous en faites également avec d'autres scénaristes, avec d'autres personnes, vraiment des projets grosses collaborations? Bah oui, parce que j'ai travaillé avec Séverine, justement, que vous avez déjà interviewé, sur Irena, sur d'autres trucs. Magnum, elle nous a parlé aussi. Magnum, ouais. On avait créé la collection. Donc oui, bien sûr. J'aime bien travailler avec des gens. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile pour moi de travailler avec des scénaristes, parce que ça me ferait perdre du temps de devoir expliquer ce que j'ai envie de faire. Mais en fait, je préfère le faire directement. Donc c'est un peu difficile pour quelqu'un qui voudrait travailler avec moi de trouver sa place, parce que le matin, je sais pas exactement ce que je vais écrire. À la fin de la journée, j'ai écrit 4 pages. J'ai avancé dans mon histoire. Mais c'est difficile de tenir au courant les gens à l'avance, parce que je sais pas moi-même toujours exactement ce que je vais écrire. Donc je le fais quand même. Là, je fais un projet sur les femmes bagnardes avec un scénariste de cinéma, parce que ça devait être une série télé, mais comme c'est chiant les séries télé, on a décidé de faire une BD avant. C'est vrai que je suis vraiment en train de tout changer le scénar. Donc il redécouvre son histoire au fur et à mesure, mais ça me semble plus intéressant comme ça. C'est sympa, ça va. Mais du coup, c'est plus difficile, surtout avec des scénaristes débutants, parce que s'il faut que je passe leur temps à leur apprendre à faire du scénario, moi je perds vraiment beaucoup de temps, et le temps c'est ce qui me manque le plus. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton dernier projet en date, ou alors un que tu vas sortir dans peu de temps? Je viens d'en parler avec Marc Bloch. Ça c'est pour juin. Mais mon projet le plus important depuis quelques années, c'est Madeleine Résistante. Alors, à savoir que Madeleine est décédée le 6 novembre l'année dernière, alors que j'ai vécu avec elle quasi à mi-temps pendant 7 ans et demi, donc ça fait un gros changement de vie. Par chance, c'est une BD qui se vend vraiment très bien. C'est une sorte de miracle. On est à plus de 130 000 du premier exemplaire, par exemple, gigantesque. Et là, on sort le tome 4. Et donc c'est ça l'événement du moment. Sauf qu'on part au Japon là avec le dessinateur pour une exposition bientôt, dans une semaine, et on sera pas là pour la sortie de l'album. Mais c'est ce que je disais un peu pour les expos. En ce moment, on a une expo à Fresnes, Madeleine, une expo au Mans, une expo, là on en arrive à Périgueux, et puis dans 3 ou 4 CDI en plus que je connais pas, parce que j'ai pas le temps de suivre toutes les expos. Donc c'est vraiment miraculeux. Madeleine, elle m'a offert ma deuxième vie de scénariste. C'est-à-dire, comme je faisais Sillage avec Philippe Buchet, qui était mon plus gros succès, j'étais plutôt connu comme étant un scénariste de science-fiction. Et Madeleine sortant devient mon plus gros succès finalement, et donc je deviens un scénariste historique. Parce que c'est ma série qui se vend le mieux, donc alors que je fais toujours un peu la même chose. Hein. Donc je sais plus où j'ai démarré et pour arriver où, mais... Et donc toujours est-il que Madeleine, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui sans doute le plus important. Et cette transmission de la mémoire que j'ai fait aussi avec Ginette Kolinka en allant avec elle à Birkenau pour raconter son premier et son dernier voyage. Et c'est vrai que quand je vends très bien une bande dessinée de science-fiction, d'heroic fantasy, je suis content. Mais quand je vends très bien ce genre de bande dessinée, je suis encore plus content, parce qu'il me semble que c'est important ces messages-là. C'est des missions presque.
Et donc pour moi c'est voilà, je suis d'autant plus heureux. Ça marche bien, donc voilà, c'est donc ma deuxième vie de scénariste. Parce que j'étais devenu un scénariste qu'on connaissait dans le milieu de la bande dessinée, je faisais des BD, j'avais pas de problème pour vivre, j'avais des projets, ça se vendait normalement. Puis d'un coup avec Madeleine, pouf, je redeviens un scénariste haut de gamme, mais ça vient pas du scénario, ça vient des ventes, du fait que ça plaise aux gens. J'ai pas l'impression de, c'est un peu différent, mais je travaille pas plus sur Madeleine que sur les autres, donc c'est toujours un peu un miracle. Donc il faut profiter des miracles. Je suis content quand ça tombe sur les autres, mais quand ça tombe sur moi, je dis pas non. Ça c'est sûr. Donc du coup, d'après nos recherches, on a vu que tu avais déjà sorti plus de 300 BD, ce qui est juste énorme, et du coup on se demandait comment tu avais réalisé cet exploit et comment tu arrives à gérer avec tous ces projets en fait. Moi, je dirais que 300 BD en 30 ans, c'est pas tant que ça finalement, ça en fait 10 par an, ouais c'est pas mal quand même. Bah j'ai la chance d'écrire vite, je pense que c'est ça qui compte. Je pense de réfléchir vite et d'écrire vite, donc ça aide évidemment. Et puis il y a le plaisir de surtout de travailler, parce que moi ce que j'aime c'est écrire des BD quoi, donc dans ma vie. Donc là souvent je suis très souvent parti de Reims, je vais faire des conférences, des vernissages, des choses comme ça. Ouais, je fais beaucoup d'interventions scolaires, ce qui est super. Mais j'ai l'impression que je suis en vacances quand je suis assis dans mon canapé en train d'écrire de la BD. Pour moi, c'est vraiment ce que j'aime. Et donc, et j'adore le reste. Mais écrire des BD, c'est encore mieux. Ça reste toujours la préoccupation principale. Bah surtout qu'en plus, je travaille avec plusieurs dessinateurs, donc ils ont aussi besoin de pages pour faire leur métier. Et donc moi, j'ai besoin de leur fournir du travail. Ce qui fait que je suis souvent, quand je suis en train de voyager pendant 2 semaines, je me dis mais quand même, comment je vais réussir à écrire des pages. Là, je fais une BD sur la mort de Kadhafi, et donc avec une jeune dessinatrice qui s'appelle Seki, et Alfred de Montesquieu qui est un grand reporter de guerre qui était là-bas au temps de Kadhafi et qui aujourd'hui d'ailleurs est déjà dans la deuxième sélection du prix Goncourt, donc je suis très content pour lui, pour un roman qu'il a écrit. Et comment dirais-je ça, c'est voilà, je suis en retard en fait. donc là après, je vais aller écrire des pages et je serai très content de le faire. Et je sais que je vais aller vite parce que j'ai quand même le temps de réfléchir en voyage sur ce que je vais faire. Mais c'est voilà, il faut fournir des pages aux gens pour lesquels on s'est engagé pour qu'ils gagnent leur vie, quoi. Et du coup, juste avant, t'as parlé de Madeleine, mais des 30 ans, quelle est l'œuvre pour toi que tu as publiée? C'est Madeleine. Madeleine quand même. Ok. C'est Madeleine parce que ça dépasse largement la BD. C'est l'histoire de vie, d'amitié, avec quelqu'un qui avait 45 ans de plus que moi. C'est vraiment une vie, un truc inattendu qui change une vie, quoi. Avant Madeleine, je me baladais partout dans le monde. J'étais au Japon, en Chine, en Corée, en Amérique du Sud, au Chili. Je n'étais jamais en France. Et avec Madeleine, j'ai arrêté parce que je me suis dit, je me vois pas aller lui dire, Madeleine, je suis désolé, je me barre 2 mois, rien, en Argentine. Ça lui aurait pas plu, j'avais envie de rester avec elle et de profiter du temps qu'on avait ensemble, et on savait que ce serait pas hyper long, même si ça a été peut-être plus long qu'on espérait. Mais quand même, 7 ans et demi, je suis content de les avoir passés à faire ça. Alors maintenant, je vais changer de vie, je vais rechanger. Est-ce que t'as déjà refusé une proposition de projet? Et si oui, pourquoi? J'ai rarement refusé les propositions de projet parce que d'abord c'est pas si souvent. Souvent c'est moi qui suis force de proposition, c'est moi qui vais présenter les projets aux éditeurs. Et en général, quand les gens me proposent, c'est que ils sentent que c'est possible. Et aussi, pour ce que je vous disais tout à l'heure, comme j'ai beaucoup de potes dessinateurs dans le monde entier, je me dis toujours que c'est con de refuser un projet parce que ça pourrait faire vivre un copain ou deux. Donc je dis rarement non. Et après, on cherche des solutions pour les faire, comme on va les faire ensemble, etc. Mais dire non, je trouve que c'est gâcher la vie d'un ou deux dessinateurs, donc autant en profiter. Et est-ce que d'un côté, ça fait pas de toi un petit peu quelqu'un d'altruiste finalement, parce que tu essayes beaucoup d'aider les gens autour de toi et visiblement ça te plaît aussi? Ouais. Donc non, j'ai pas cette impression, mais c'est juste parce que c'est mes copains et mes copines, donc c'est pas spécialement altruiste. Et moi, ça me plaît aussi de faire ces projets, donc c'est toujours un échange, tu vois. Je leur donne ça, mais à la fin, je suis content. Quand on a eu l'idée de Manouchian, finalement, comme on a très bien vendu le bouquin, là, vraiment, c'est impressionnant.
Ça fait des droits d'auteur pour tous les copains qui ont travaillé dessus. Donc tout le monde est content. Donc en plus, on se dit qu'après, on peut facilement faire d'autres projets après parce que tout le monde a confiance dans l'autre. Donc c'est ça le fonctionnement d'un atelier, je pense. C'est le fait d'avoir confiance et ça tourne tout seul. Ouais. Moi, c'est pas spécialement altruiste parce que vraiment, ils profitent de mes contacts et moi, je profite aussi de leur talent. J'espère avoir un peu de talent quand même en plus des contacts, mais ça me voilà, c'est un échange quoi. Donc du coup, tout à l'heure, on parlait donc de la possibilité d'une série, mais as-tu déjà exploré d'autres médias que la BD? Pas vraiment parce que j'ai essayé de faire un peu de dessin animé parce qu'on m'avait proposé, c'est pas moi qui y suis allé, mais ou un scénario de cinéma. Mais en fait, pour le scénario de cinéma, à un moment, j'en étais à ma 7e version du scénario parce que il y a toujours des gens, des coproducteurs qui viennent demander des trucs, des changements. Comme ils ont du pognon, ils pensent qu'ils ont des idées. Souvent, ils n'ont pas vraiment d'idées, ils ont fait du pognon. Mais donc, ils se croient intelligents. Et donc, ils demandent des changements. Donc, j'en étais à ma 7e version et je me suis vraiment demandé si elle était mieux que ma première, quoi. Mais j'étais pas persuadé qu'elle était vraiment mieux que ma première version. Donc, je voyais pas pourquoi me faire écrire des trucs comme ça, alors que quand j'ai une idée, je trouve un dessinateur, on crée un projet, 1 an et demi après, on a un bouquin, personne m'a fait chier sur le scénar, j'ai fait ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est à double tranchant, hein. Il y a aussi une part de risque là-dedans, de pas avoir de gens qui surveillent. C'est-à-dire qu'on est responsable de notre propre truc, c'est pas juste pour le plaisir. Mais comme j'ai une vision assez juste, à mon avis, de ce que moi je veux faire, en tout cas, même si je me plante, au moins je saurais que c'est ce que je voulais faire. Ça peut se planter, mais j'ai fait exactement ce que je voulais. Et j'ai la chance de pouvoir faire ça, donc je vois pas pourquoi j'irais me glander dans le ciné et dans le dessin animé. Le seul truc que je pourrais sans doute faire en cinéma, c'est l'adaptation de Madeleine résistante, parce que je veux pas laisser quelqu'un d'autre le faire à ma place. Et surtout, personne ne connaîtrait aussi bien l'histoire de Madeleine que moi. Et comme je suis le légataire de son œuvre littéraire, le scénario me reviendrait, et donc je serais obligé de tout corriger, donc c'est un peu comme si je l'écrivais. Donc autant que je l'écrive directement. Donc, d'après nos recherches, Séverine qu'on a interviewé la semaine dernière et ce que tu nous as dit, donc notamment The Tribe et l'Atelier 510, t'as vraiment une aura de mentor ici à Reims. Est-ce que tu peux nous en parler? Faut pas le dire aux gars du 510, ils vont pas être contents. Est-ce que tu peux nous en parler Non, j'ai pas cette aura-là, mais c'est exactement la même chose que je vous racontais tout à l'heure pour l'altruisme. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré qu'on avançait mieux à plusieurs, mais que donc chacun apportait un truc différent, et ça nous permettait d'avancer plus loin et plus vite. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Atelier 510. Moi, je l'ai créé pour faire Nomade, la BD dont je vous parlais tout à l'heure, parce que Sylvain Savoya, il habitait, comme il dit toujours, dans l'Aisne. Philippe Bûcher, il était à Reims, et voilà. Et donc, j'avais un copain qui était à Thiel. Et comme j'étais le seul à avoir une voiture, au bout d'un moment, je faisais plutôt taxi, c'est-à-dire j'allais d'un endroit à l'autre, passer mon temps dans ma caisse. Je me suis dit, créons-nous un atelier, comme ça on pourra bosser tous ensemble. Donc c'est comme ça qu'on a créé l'atelier pour faire Nomade, dans les bureaux, dans les locaux de là où Philippe Bûcher travaillait, parce qu'à l'époque il était directeur artistique d'une agence de com. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, il y a pas mal de gens qui sont venus s'agréger, comme Christian qui est arrivé un peu plus tard, comme Florent Sacré, qui est un dessinateur qui après a travaillé pour Ubisoft, qui vient de lâcher Ubisoft, mais qui n'a pas travaillé longtemps pour eux. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça s'est arrivé. Et donc tous ensemble, quand on débarquait en festival ou dans des choses comme ça, on était tout de suite reconnaissables. Tout le monde savait qui on était. Et comme c'est quand même un métier de contact, mine de rien, ça a aidé beaucoup. Et donc du coup, Séverine Tréfoil, elle nous a vraiment dit que vous l'avez pas forcé à écrire, mais vous lui avez tendu la main pour qu'elle puisse écrire. Et du coup, on s'est demandé comment vous choisissez ces personnes-là, qu'est-ce qui vous attire pour dire tiens, elle peut écrire, je vais la faire écrire. Je sais pas, c'est des atomes crochus, de sympathie, de tout ça, voir si les gens ils ont des choses à dire ou s'ils ont rien à dire. A priori, tout le monde a des trucs à dire. Après, faut passer le cap, c'est pas facile. Donc si je peux aider à ça, c'est très bien, c'est bon. C'est un peu mon taf parce que quand on était à Saint-Luc justement à l'école bruxelloise, on a rencontré grâce à cette libraire, Eliane, des auteurs. On allait travailler chez des auteurs qui avaient eux-mêmes
un atelier à Bruxelles, ce qui nous a donné l'idée de faire notre atelier à Reims après. Et eux, ils nous ont toujours donné des conseils sur des planches. On apprenait plus en allant voir une soirée qu'en passant 3 semaines à l'école. Et donc je me suis dit que c'était ce qu'il fallait faire tout le temps, c'est-à-dire mettre le pied à l'étrier à des nouveaux auteurs et les aider. C'est ce que je fais toujours. Et l'autre truc que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en travaillant avec des jeunes auteurs, ils m'apportent aussi une nouvelle vision de la BD. Je lis beaucoup de BD, donc je suis très au courant de ce média. Mais quand même, des jeunes auteurs, ils apportent des choses nouvelles en storyboard, en truc, et donc moi, ça me permet de pas faire de la BD de vieux. Mais ça, c'est important. J'ai pas envie de devenir un mec qui est considéré comme un vieil auteur de BD. Moi, j'ai toujours envie de faire de la BD moderne. Donc, je vais essayer. Eh bien, du coup, parfait en parlant de la jeunesse. Est-ce que vous avez des noms de jeunes auteurs avec qui vous venez de collaborer? Ouais, bah là, il y a Seti, c'est ETI, donc elle est parisienne, que j'ai rencontrée parce qu'elle elle a eu un problème avec les humanoïdes associés, donc elle voulait m'en parler, donc je l'ai rencontrée à Angoulême, je la connaissais pas, c'est quelqu'un qui m'avait donné son contact. J'ai trouvé que c'était vachement bien, donc je lui ai proposé de plonger sur cette histoire qu'on est en train de préparer de la mort de Kadhafi, justement. Donc ce sera son premier album. À l'atelier, dans les jeunes, on a eu évidemment Citron, qui était avec moi d'ailleurs hier dans le Périgord. Et donc Citron, quand je l'ai rencontré, il était à Paris, il travaillait au McDo de nuit. Donc je lui ai dit, viens plutôt à Reims, on va créer un atelier, je vais te garder une chambre, tu pourras habiter là. Donc il a habité là sans avoir à payer de loyer au début, et ça lui a permis de commencer dans la BD. Et puis là, on a un petit nouveau qui s'appelle Rinta, qui est Rin plus loin TA, vous pourrez sur Insta, qui est un petit jeune qui est encore à l'école à l'ESSAD là, c'est ça, et qui a un potentiel de dingue. Voilà, donc voilà, par exemple trois très jeunes. Tu travailles également avec Alizé, si je ne me trompe. Ah bah oui, j'allais oublier Alizé, mon Dieu. Bien sûr. Je l'ai déjà rencontrée. Elle est un peu moins jeune, mais Enfin. non, elle est très jeune et c'est une super rencontre avec Alizé, et surtout avec Alizé, on fait un truc de fou. On a réussi à adapter Incendie, la pièce de Wajdi Mouawad, qui est extraordinaire, qui avait été adaptée au cinéma par C'est une pièce assez lourde. Ah oui, c'est dur, c'est bien. Poignant. Voilà. C'est Denis Villeneuve qui l'avait adapté en film. Donc on a rencontré Wajdi, il a dit oui, tout ça, c'est génial, donc ouais, on peut rajouter Alizé facilement. Donc du coup, tout à l'heure, on a évoqué l'atelier 510, mais tu as également créé The Tribe. Ouais. Et donc du coup, on voulait savoir comment était né ce projet, tout simplement. The Tribe, c'était après que je suis revenu du Japon, mais quelques années après, je suis revenu en 2012. Et j'ai beaucoup travaillé chez moi, et d'un coup, je me suis dit, tiens, j'ai rencontré divers copains. J'avais Hiroyuki Yoshima, qui est coloriste, mon pote depuis longtemps, qui travaillait chez lui. J'ai rencontré Romain Rousseau-Perrin, avec qui on vient de sortir une BD qui s'appelle La rue de la Grande Truanderie, qui parle du fameux mystère de Guise. Et donc, voilà. Et puis, il y a Raphaël Ortiz, qui est mon beau-frère, maintenant, mais à l'époque l'était pas, qui est arrivé d'Argentine. Et je me suis dit, tout ce monde-là, je pense qu'on peut faire un chouette truc. J'ai rencontré Citron à Paris. Et donc, je me suis dit, je crois qu'on peut faire un atelier, ça va être sympa, tout le monde est cool. Donc, voilà. J'ai fait l'atelier pour ça, pour qu'on travaille tous ensemble. Et du coup, The Tribe, combien de personnes sont dans l'atelier? C'est difficile à dire, mais je dirais 8. Mais on n'y est jamais tous en même temps. Ouais. Sauf quand on fait une réunion, souvent il y a Raphaël Ribeiro qui est notre lettreur et qui commence à dessiner. Franchement, moi-même qui vient aussi. Bon, ça doit être ça, on doit être 8-9, ouais. Dans le genre. Et qui a quel rôle à peu près? Ou alors est-ce que tout le monde essaie de toucher un peu à tout? Tout le monde est plus ou moins un dessinateur, à part moi. Et il y a Héloïse de la maison qui, elle, est traductrice et community manager des éditions Glénat aussi. Et donc, qui travaille à l'atelier aussi. Voilà. Donc du coup, le but de The Tribe, c'est vraiment de mettre des talents ensemble pour que vous puissiez créer donc en fait des BD collaboratives. Vous sortez vraiment des œuvres tous ensemble. En fait, le vrai but de The Tribe, c'est pas ça.
le vrai truc de The Tribe, c'est que je me suis rendu compte que surtout les jeunes dessinateurs, mais nous aussi, on n'a pas de continuité de revenus. C'est-à-dire que eux, quand ils arrêtent un projet, en fait, ils ont une sorte d'assiette de chômage qui leur permet de tenir jusqu'au projet d'après. Il faut qu'ils fassent un certain nombre d'heures dans l'année. Et donc, nous, on n'est pas du tout intermittent. Donc, en fait, quand on n'a pas de projet, on a 0. Et on est payé que sur ce qu'on travaille. Après, si on vend bien nos albums, on est payé en droit d'auteur, mais c'est rare pour les jeunes. Et donc, je me suis dit, essayons de créer dans cet atelier un truc qui compense un peu les problèmes de notre statut, même par rapport aux éditeurs. C'est-à-dire, quand on a fini une BD, s'il faut 3 mois pour commencer une autre et qu'on n'a pas d'argent pendant 3 mois, faisons des projets communs qui permettent à tout le monde de gagner sa vie presque en continuité dans l'année. C'est-à-dire, s'il termine un projet, il glisse sur un truc en commun qui va pas lui prendre tellement de temps, le temps de préparer un nouveau projet, donc il fait ça, il gagne de l'argent, et en fait, voilà. Donc en fait, on essaye, le The Tribe sert à pallier au problème de la société, d'une certaine manière, et de l'ultra-capitalisme dans lequel les auteurs de BD sont enfermés, parce que nous, on cotise pour la retraite, mais on n'y aura pas droit, enfin, on n'a droit à rien, on n'a pas droit au chômage, bon, bref. On est censé avoir droit à des arrêts maladie ou des trucs comme ça, mais c'est une bonne blague, puisque personne nous répond jamais, personne ne connaît notre statut, t'appelles, personne ne sait ce qu'on est, donc voilà. Donc voilà, j'ai essayé de pallier à ça, et c'est, voilà, The Tribe sert à ça. Mais du coup, bah, ça crée des projets, donc c'est ça qui est intéressant. Et on donne pas de l'argent aux gens par mendicité, mais tout le monde fait de son mieux sur des projets comme le Manouchian là, comme le Magnum Génération, comme plein de BD comme ça, et à la fin on les sort et on gagne un peu de droits d'auteur, et c'est finalement une bonne idée. Quels sont les projets The Tribe qui arrivent dans pas longtemps? Là on a une BD, j'étais en Dordogne, on a une BD sur la Dordogne qui va sortir, la résistance en Dordogne, ils m'ont demandé. Je fais une BD sur Gurs. On prépare un western, mais ça je peux pas dire encore ce que c'est, mais c'est intéressant. C'est la suite d'un film légendaire, on va dire. Donc on est en train de faire ça. Et il faudrait qu'on fasse le tome 2 de Reims, la BD sur la ville de Reims. Je sens que ça va être difficile. Voilà, en gros pour l'instant, c'est ce qu'on a dans les cartons. Donc du coup, notre prochaine question est un peu plus personnelle. On revient vraiment sur vous. Quel est le retour de lecteur qui vous a le plus marqué? C'est pas un seul lecteur, mais c'est l'affection que les gens ont pour Madeleine, ouais, vraiment. Et donc ça, c'est à chaque fois. Dans chaque festival, j'ai des gens. J'étais à la fête de l'UMA. Madeleine y allait souvent quand elle était vivante. Quand elle était morte, c'est plus difficile d'y aller, c'est vrai. Et donc j'ai toujours des gens qui viennent me dire mais merci, vraiment merci, juste ça quoi. Merci de faire ça. Donc moi je le fais parce que ça me fait plaisir, hein, mais c'est gentil de me remercier. Et donc à la longue, c'est vraiment touchant de voir qu'on réussit à développer tant d'amitié pour Madeleine. Donc je pense que ça arrivait déjà avec Sillage, parce que les gens aimaient Névis, notre personnage qui est quasi similaire à Madeleine, hein. C'était assez étrange. C'est comme si j'avais rencontré un personnage que j'avais créé, mais sauf qu'elle était née 70 ans avant. Mais en même temps, ça reste vraiment toujours touchant. J'ai aussi beaucoup de gens qui ont pas de questions à me poser quand on fait des conférences ou des trucs comme ça, mais qui ont juste envie de raconter l'histoire de leur grand-père qui était résistant, de leur grand-mère, des choses qu'elles ont entendues, qu'ils ont vécues, des gens qui pleurent en venant en me disant quand j'étais gamin, je lisais les articles de Madeleine Riffaut dans l'UMA avec mes parents sur le Vietnam. Je me souviens de mes parents, maintenant ils sont morts, il se met à pleurer, je suis là, bon, c'est lourd, mais ça fait plaisir quand même, c'est vraiment de l'émotion qu'on transmet, donc ça c'est génial, et justement je pense que ça vient du fait que on raconte pas que des péripéties, voilà. On raconte des trucs, quoi. On donne des points de vue sur le monde, des pistes de réflexion, des choses comme ça, et on peut toujours lire nos BD, mes BD, mais comme je les fais toujours avec des gens, je dis toujours nos BD, mais on peut toujours lire nos BD comme une aventure, ça pose pas de problème. C'est justement, c'est fait pour que ce soit facile à lire et pas compliqué. Mais s'il y a 10 personnes sur 1000 qui se rendent compte de ce qu'on met en plus, qui s'intéressent, qui vont ouvrir un autre livre sur un autre sujet, qui vont faire un truc, qui vont se dire peut-être que j'avais tort en pensant que les Juifs étaient tous riches et que c'est pour ça que je les détestais. Des choses aussi simples que ça, finalement, ça peut, c'est bien. Donc c'est plutôt ça, ouais. C'est pas une personne en particulier, mais c'est cet ensemble-là qui semble comprendre ce qu'on est en train de faire tous ensemble. Si, là, tout de suite, maintenant, je voulais me lancer dans la BD, quel conseil vous me donneriez? Soit en tant que dessinateur, donc je sais pas comment tu dessines, mais je te conseillerais de dessiner pas mal.
de pas t'arrêter, tu vois, de faire des croquis, puis après de lire des BD et puis d'en faire. Donc c'est mon conseil. En tant que scénariste, je te conseillerais d'abord d'avoir des idées, mais ça me semble pas être le plus important dans le scénariste. Scénariste, c'est un mot qui veut dire que tu vas forcément travailler à plusieurs, au moins à deux, parce que c'est pas écrivain, scénariste. Donc un scénariste de cinéma, il fait un truc, il le donne au réalisateur qui fait un film. Et un scénariste de BD, il fait son truc et après il le donne au dessinateur qui fait la BD. Et donc le plus important quand on est scénariste, c'est de savoir s'entendre avec les gens. C'est-à-dire de savoir leur donner peut-être l'impression qu'ils sont en train de... Tu leur proposes la BD qu'ils ont toujours eu envie de dessiner, alors qu'en fait c'est toi qui as toujours eu envie de raconter cette histoire, mais t'as besoin d'eux pour le faire. Et donc l'idée c'est de savoir parler aux gens, de bien s'entendre avec les gens, d'être capable aussi d'accepter leur point de vue, de faire des compromis sur ce qui est pas essentiel pour toi. Et pour moi être scénariste c'est ça, c'est déjà être je dirais pas diplomate, mais ça pourrait presque. C'est être capable de causer avec les gens, de les enthousiasmer aussi, de les exciter sur des choses a priori ils n'y avaient jamais pensé. Et donc voilà. Et après avoir des idées, tout ça c'est presque plus accessoire. C'est important, mais je pense que c'est moins important parce que un scénariste qui a des idées mais qui est incapable de parler à quelqu'un d'autre, en fait, il fera jamais scénario. Donc voilà. Et après, c'est de bien choisir les gens avec qui on travaille parce qu'il y a des très bons dessinateurs mais qui sont incapables de raconter une histoire. Et toi, tu leur confies une histoire. Ils doivent eux la raconter en dessin. Moi après, je surveille le storyboard, on en discute ensemble et tout ça. Mais s'ils sont pas bons en storyboard, s'ils réussissent pas à raconter ton histoire en dessin, personne ne saura que ton scénario est bien. Parce qu'en fait, ils seront bloqués par la réalisation graphique de l'album qui est ratée, quoi. Donc en fait, le dessin est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment des personnes qui savent raconter d'une case à l'autre. C'est ça la BD, hein, on passe d'une case à l'autre. Et notre cerveau, il fait le lien tout seul, il imagine ce qui se passe entre deux cases, et qui est capable justement de faire travailler le cerveau d'une case à l'autre pour qu'on comprenne bien tout ce qui se passe. Donc ouais, voilà, je dirais ça pour... Et donc, du coup, quels seraient les pièges à éviter? Les pièges à éviter, c'est de se croire tout puissant aux commandes d'un scénario. Ouais, c'est de dire moi c'est cet univers-là que je veux faire et je ferai rien d'autre. Et tout le monde refuse, mais je suis un artiste maudit. En fait, l'artiste maudit, personne ne le connaîtra jamais. Enfin, à part Van Gogh, mais il y en a pas tant que ça. Et donc même Baudelaire était très connu à son époque, donc ça. Donc en fait le piège à éviter c'est ça, c'est d'être sûr d'avoir raison sur tout le monde. On peut le penser, mais il faut être plus souple que ça. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé, j'avais à peu près 95% de refus de mes scénarios, évidemment, parce que personne me connaissait. Donc à chaque fois que je proposais un scénario qui était refusé, je le gardais puis j'en faisais un autre, plutôt que de me dire ah bah non c'est mort, c'est le projet que je de ma vie et finalement je peux pas le faire, donc je vais me jeter dans le canal. Moi ça m'a toujours fait rebondir de me dire ils en veulent pas mais je vais les piquer, je vais réussir à trouver un moyen de finalement d'y arriver quand même. Donc j'ai fait plein de scénars, et puis au bout d'un moment mes scénars ont commencé à plaire aux gens, ça a fonctionné, mes potes étaient tous des bons dessinateurs donc ça a aidé quand même vachement à faire accepter. Quand t'es scénariste c'est bien de travailler avec des bons dessinateurs, parce que quand même ça flatte le regard de l'éditeur. Et donc et au bout d'un moment j'ai commencé à reproposer les scénarios qu'on m'avait refusés, parce que je les aimais toujours, je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants. Et là, on a commencé à me dire oui à ces scénarios-là. Voilà. Pour deux raisons. Une, parce que c'était pas, ça devenait pas si mal de travailler avec moi parce que j'avais vendu quelques livres. Et deuxièmement, parce qu'ils avaient plus confiance dans ma capacité de réussir ces scénars. Qui étaient toujours un peu casse-gueule parce que je fais toujours des scénars un peu bizarres. C'est ça, en fait. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça donne l'impression que c'est comme toujours. Mais à l'intérieur, il y a d'autres trucs. Donc, quand je faisais des BD vraiment, un peu plus complexe dans les thématiques de ce que ça racontait et tout ça, j'avais des éditeurs qui disaient non, mais après ils avaient confiance en ma capacité, donc ils ont commencé à dire oui. Et donc il faut juste trouver la bonne porte d'entrée au bon moment, et pour ça ça demande de connaître les gens avec qui on travaille, donc les éditeurs, ce qu'ils recherchent. Quand je faisais à l'époque des projets, c'était la même BD, mais j'envoyais des dossiers différents à chaque éditeur selon son axe d'édition. Pour Casterman, j'écrivais un texte un tout petit peu plus intello, pour Delcourt un peu plus aventure, pour Soleil qui était une grosse maison d'édition à l'époque, quelque chose d'un peu décérébré mais où j'axais vraiment sur la bagarre par exemple. C'était le même projet à la fin qui sortirait de tout ça, mais je le représentais d'une manière différente. Donc il faut aussi bien connaître le milieu dans lequel on travaille, c'est aussi la base. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu as appris dans ce métier? C'est Spirou et Fantasio, je pense. C'est Spirou et Fantasio, on a été
victime à la sortie du tome 1 d'un vrai problème interne à la boîte. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu long, ce qui nous a valu d'être la personne qui nous soutenait chez Dupuis a été virée. Et donc ils ont pas, pendant un temps même, ils ont même pensé à pilonner l'album qu'on venait de finir à toute vitesse parce que on savait pas nous, mais il leur fallait un album parce qu'ils allaient revendre la boîte. Bon bref, c'est une longue histoire. Et donc on a résisté avec José Luis Muñera qui était mon partenaire et puis Christian Leroll sur Spirou. Et en fait on a dit non, on a trouvé des solutions, ils nous ont laissé faire on n'a pas été viré au tome 1 finalement. Donc l'équipe a changé, chez Dupuis ça a changé. C'était d'autres personnes qui nous ont laissé faire le tome 2, puis le tome 3, et puis au tome 3 on a re-signé des contrats, et finalement 15 jours plus tard quelqu'un d'autre nous a rappelé pour nous virer de nouveau sur le tome 3, donc on a dit non, on a pris un avocat, ça a duré un peu longtemps, on a eu plein de problèmes à Angoulême, et finalement on est allé avec l'avocat chez Dupuis, et le big boss de Dupuis, Claude de Saint-Vincent, nous a dit en arrivant, à notre grande surprise, mais les amis, vous êtes des auteurs Média Participation, qui est le nom de la boîte, mais on va bien sûr qu'on va vous laisser faire ce Spirou et tout ça, donc c'était un enfer pour rien finalement, pour arriver à rien. Et on l'a fait, mais ce qu'on a appris, c'était qu'on est devenus vraiment des professionnels à travers tous ces aléas. On a tenu bon, on s'est pas engueulé entre nous, ce qui est le plus important. Et donc ça, c'était une vraie leçon de vie. Et depuis, je pense, on était déjà considérés comme des auteurs de BD, mais là, on est devenus des vrais pros de la BD, quoi. Et donc avec tout ce que ça comporte aussi de cassouillerie. C'est un métier, quand on peut pas penser faire maintenant ça fait 35 ans que j'ai signé mon premier contrat, je peux pas espérer passer 35 ans sans avoir de problèmes, forcément il y en a. Mais les problèmes, ils apprennent beaucoup. Je vois mon pote Philippe Bûcher qui fait sillage, il a principalement quasi bossé que pour Delcourt, les éditions Delcourt, et finalement je pense qu'il connaît pas vraiment la BD. Parce que le vrai milieu de la BD, parce qu'en fait il est assez protégé dans un milieu qui sont les éditions Delcourt, qui ont une manière de fonctionner. Mais moi ma chance c'est que j'ai connais tous les éditeurs, j'ai travaillé chez tout le monde. Et donc je connais à peu près tous les coups fourrés, tous les machins, donc j'ai une vraie connaissance de ce milieu. Je dis pas qu'il connaît rien, c'est pas vrai, mais il connaît une partie, on va dire. Et c'est intéressant aussi de naviguer partout, des fois de se faire virer, de revenir, parce que finalement mon plus gros succès, en ce moment c'est Madeleine, il est chez Dupuis, chez l'éditeur qui m'a viré 2 fois sur Spirou, et les équipes ont changé de nouveau, et c'est avec eux que je cartonne en ce moment. Donc Claude de Saint-Vincent qui avait dit un jour à José Luis Muñera, qui lui avait dit si tu veux connaître ce qui se passe de bien en BD ou essayer de comprendre ce qui se passera dans 5 ans en BD, demande à Jean-David Morvan, parce qu'il est toujours en avance sur son temps et dans la BD, et donc il avait dit mais Morvan, juste après Spirou, Morvan il est fini maintenant, voilà. Donc José Luis m'a dit ça, et quelques années après il était au vernissage de l'expo Madeleine au Centre National du Livre, et il disait c'est magnifique Madeleine, et il le pense je pense, hein, tu vois. Il a sans doute oublié ce qu'il a dit à José Luis Muñera, mais ça c'est aussi une leçon, il faut avancer quoi, faut avancer. Et donc du coup, si on te donnait la chance de collaborer avec n'importe quel artiste que tu souhaites, qui ça serait? Bah pendant longtemps c'était Eduardo Risso, qui est un dessinateur argentin que maintenant je connais, que je connaissais pas à l'époque, que je trouve formidable. Aujourd'hui, je sais pas vraiment. En fait, j'aime bien les jeunes auteurs, quoi, quand même, parce qu'il y a encore une discussion possible. Si je dois écrire un scénario pour un auteur que j'adore, il y en a plein, des dessinateurs de BD qui sont des bons narrateurs, il y en a plein. Mais si c'est pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent de mon scénario, ou qu'ils le transforment, ou qu'ils prennent le lead par rapport à l'éditeur en disant je ferai pas ça, etc., bah ça vaut pas le coup, je n'aurai pas de plaisir à faire de la BD. Et moi, mon plaisir, c'est d'être en train de faire la BD. Quand je reçois le livre, c'est fini déjà, je suis déjà passé à autre chose. Donc mon plaisir, c'est de la faire, la BD. Et donc si ça crée des problèmes de la faire, et si c'est pas mon ouvrage à la fin, je vois pas très bien l'intérêt. Donc je préfère travailler avec des gens ouverts, en qui on a confiance tous ensemble, voilà, plutôt que de faire un truc avec des auteurs super connus et que même si ça marche, que ce soit pas vraiment mon histoire. Et là on a l'exemple avec le Manouchian, la BD sur Manouchian, Missak, Méliné, le groupe Manouchian, qu'on a faite l'année dernière pour la panthéonisation de Manouche. On l'a fait qu'avec des auteurs, je dirais pas inconnus, parce que c'est les mecs de The Try, mais Thomas Cherkesian, c'était son premier album. Citron, il a fait le storyboard et les décors.
Voilà, donc c'est que des potes, mais on en a vendu 50 000. Donc on n'a pas vraiment besoin de dessinateurs connus pour faire de la BD qui marche. C'est aussi une bonne leçon, hein, on parler des leçons. Et j'ai exactement le scénar que je veux. Donc ça, c'est parfait. Question fun comme ça. Une anecdote étrange ou amusante qui te vient à l'esprit? Oui, j'en ai une. On était avec Philippe Bûcher, c'était au temps vraiment des débuts de sillage, peut-être le 3 ou le 4. On allait dédicacer à Strasbourg et on y va en voiture. Et le libraire de Strasbourg, c'était la Fnac. Il avait pas de PLV de Madeleine, donc de Nevis, c'est vraiment la même. Et donc il nous demande d'emmener une PLV, donc une silhouette de Nevis grandeur nature. Donc je la fous dans mon coffre arrière, à l'arrière de la voiture. Et comme elle était grande, en fait, je baisse les sièges, donc il n'y a pas de haillons, donc on la voit de l'extérieur. Et donc on arrive comme ça, on n'avait pas dormi, je crois qu'on avait bouclé un bouquin, on avait une sale gueule, barbu hirsute comme d'hab quoi. Et donc j'arrive à un péage pour Strasbourg et il y a la douane volante. Et je dis c'est bon, ils vont nous arrêter quoi. Aucune surprise, ils nous arrêtent, ils nous font mettre sur le bas-côté, il y a les chiens qui commencent à venir sentir et tout. Et il y avait pas de drogue dans la voiture, moi je fume pas, donc je fume rien, j'ai jamais fumé de ma vie. Et donc mais peu importe, on avait des têtes à fumer quand même, je pense. Et il y en a un qui nous demande les papiers et tout ça, et un autre qui fait le tour de la voiture. Et à un moment, le mec qui fait le tour de la voiture nous dit vous avez une silhouette de Nevis de sillage là? Ouais, comment ça se fait? Bah on est les auteurs, je viens de donner mon permis de conduire, je suis Jean-David Morvan, Philippe Bûcher. Oh là là, incroyable. Et donc il dit à son pote, c'est génial, hein, laisse-les passer. Hein. Et donc on est parti. Voilà. C'était vraiment ça, c'est une des anecdotes les plus drôles. J'en ai une autre toujours avec la douane. J'ai 2 anecdotes de douane. On était en Belgique, je m'étais paumé parce que j'avais pas envie de prendre l'autoroute pour rentrer à Reims. Et donc je m'étais paumé dans les petites rues, c'était un enfer. Et on tombe sur la douane et les mecs nous arrêtent. Et où vous allez? Bah je dis je rentre chez moi à Reims, j'arrive de Bruxelles. Vous faites quoi comme métier? Bah on est auteur de BD. Et donc ils se sont mis à hurler de rire tous. Et ils nous ont dit allez-y. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris ce qui se passait dans leur tête. On peut pas tous comprendre ce qui se passe dans la tête d'un douanier, c'est compliqué quoi. Donc mais c'était voilà, 2 anecdotes de la douane. Très bien. Aurais-tu une recommandation BD qu'on doit lire absolument? Bah oui, il y en a plein quoi, hein. Il y en a plein des bonnes BD, donc On peut faire un top 5. Ouais, non, c'est compliqué parce que je peux dire les BD qui m'ont marqué plutôt quand j'étais jeune et qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier, je pense. Donc il y a Valérian d'abord, de Christin et Mézières, en BD française. Après de toujours Christin, Pierre Christin, il y a Les Phalanges de l'Ordre Noir, et qui est très proche de ce que je fais aujourd'hui. Les Phalanges, c'est un bouquin qu'il a fait avec Bilal. Et en fait, c'est l'histoire d'anciens de la guerre d'Espagne qui se retrouvent 30 ans après entre les fascistes et les républicains et qui se détestent toujours et qui s'entretuent pour des raisons qui sont restées les mêmes qu'il y a 30 ans, finalement complètement futiles et avec beaucoup qui vont mourir pour rien en fait, parce que ça n'a plus aucun sens ce qu'ils ont vécu. Et donc sur le militantisme, l'idéologie, vachement intéressant. Donc voilà, je dirais ça. Les 7 vies de l'épervier de Cotias et Juillard, qui se passe sous Louis XIII. Sur l'histoire d'une justicière avec un masque rouge, qui s'appelle Masque Rouge, et sur la transmission, son père, elle, super BD. Donc je dirais ça. Après, en comics américain, je dirais le Dark Knight Returns de Frank Miller, magnifique, ne pas confondre avec le film Achille de Nolan, et les Watchmen de Moore. Le film des Watchmen de Snyder un peu mieux, mais bon, la BD c'est quand même vraiment bien, vraiment mieux. Ouais, je dirais ça en comics américain. Et puis en manga Domu, qui est une des BD de Otomo juste avant Akira. Alita, enfin non, ça s'appelle Gun en manga, mais ils ont fait le film Alita Battle Angel. Et puis un truc beaucoup plus bizarre qui s'appelle The World Is Mine, qui est un manga de Arai Hideki complètement ouf, totalement punk et anarchiste, qui est plutôt pour les grands, je dirais. Voilà. Ok. Du coup, on a fini. Très bien. Un dernier mot pour nos auditeurs, peut-être? Eh ben, merci les gars de m'avoir écouté. Merci d'être venu. Merci.